Je voulais vous remercier. Bon, tout le monde n'est pas là, mais je voulais vous remercier, vous, les étudiants, spécialement parce qu'on a reçu un super accueil avec Kim. Elle n'est pas là, mais je sais qu'elle se joint à moi. Et vous avez été super motivés, super accueillants, même bienveillants entre vous. Et donc, merci pour l'ambiance que vous avez dans la classe parce que c'est super cool de travailler dans ces conditions-là. Et je tiens à le repréciser. Merci aux habitants, mais surtout merci à vous parce que c'est vous qui avez fait le workshop. Donc, ouais, je ne vais pas prendre trop de temps là, mais on sait que c'était assez utile quand même de vous présenter ce qu'on faisait avec Kim, parce que c'est un petit peu éloigné de ce qu'on a fait là avec vous aujourd'hui. Donc voilà, je vais essayer d'être assez rapide pour qu'on puisse finir à 17h. Je passe comment? Ouais, donc en gros, on a commencé avec Kim en 2017. Non, pas 17. Ouais, tu fais avec les flèches haut et bas. Ok, parfait, avec le bas pour passer vers le. Donc, on a commencé avec Kim en 2017. Moi, j'ai fait du commerce, comme certains d'entre vous le savent. Kim a fait une école de design et en gros, c'était son projet de fin d'études. À la base, on était copains, on se connaissait depuis assez longtemps. Et son idée, c'était de créer une marque de vêtements, mais où les collections ne seraient pas faites par la créatrice ou les créateurs, mais où on irait d'atelier en atelier, rencontrer les ouvriers textiles, ceux qui sont à la machine à coudre, mais qui sont assez invisibles dans la mode finalement. Et c'est le cas avec beaucoup d'artisans, que ce soit au Bangladesh pour H&M ou en France pour Chanel. On connaît Lagerfeld, mais personne ne sait qui coud chez Chanel en réalité. Et donc l'idée, c'était d'aller voir les ouvriers dans chaque atelier et de leur dire, OK, vous avez les compétences, vous avez forcément un avis sur la mode et sur le vêtement, c'est vous qui faisiez. Et donc, pourquoi pas, et si vous aviez la possibilité de designer. Donc, on a commencé comme ça, je vais vous montrer quelques exemples. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était assez dur comme manière de fonctionner. Ça a demandé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, voilà, de recommencer à zéro à chaque fois. Et le Covid a été un moment de réflexion assez intense pour nous, parce qu'on s'est demandé si on allait arrêter ou pas. Et après le Covid, en gros, on s'est dit, OK, on va continuer avec la même philosophie, mais au lieu de faire ça dans notre coin tout seul, on va essayer d'appliquer notre philosophie, notre manière de travailler pour d'autres clients. Donc, on va plutôt, au lieu de vendre des vêtements directement à des clients finaux, on va vendre notre idée comme un service pour des gens dont c'est eux le métier de vendre des vêtements. Voilà. On est plus devenu designer, bureau d'études finalement que créateur de vêtements. Et donc maintenant, ouais, les activités, c'est divisé entre les worker collab, donc c'est vraiment ces initiations avec les ouvriers et les artisans du textile, des ateliers qui sont plus en point de vente ou vraiment voilà, plus permettre au public de découvrir des savoir-faire avec toujours des workers, avec des artisans, mais on essaie de créer des contextes pour que ces gens-là puissent travailler ensemble, voilà, autour de thématiques, comme là, vous voyez sur la photo, c'était pour Lacoste, des choses comme ça. On fait aussi du développement de produits. C'est pour ça qu'on a un atelier à Roubaix. Et enfin, une partie transmission, notamment avec des étudiants beaucoup, en France ou à l'étranger, comme on fait là aujourd'hui pour des workshops. Donc ça, c'est un projet qui est assez marrant, qui est un peu décalé par rapport à ce qu'on a fait. On a été invité par la Fondation Martel, qui est une fondation qui permet de mettre en lumière les savoir-faire de la région qui sont un peu en péril. Et donc, on a commencé à chercher avec qui on pouvait travailler en Charente. Et pour déconner, on s'est dit, bah, pourquoi pas travailler avec des Charentaises. Et après quelques recherches, on s'est rendu compte que la dernière usine de Charentaise en France, elle était en train de déposer le bilan. C'était en 2019. Ils étaient 120 personnes. Et en fait, tout allait s'arrêter. Et même les machines étaient vendues aux enchères. Donc, il y avait une chance sur deux que les machines soient même plus en France. Plus de machines pour faire des Charentaises égale plus d'industrie. Donc, on a dit à la Fondation Martel, écoutez, nous, on voudrait travailler avec ces gens-là. Il se trouve qu'ils ont réussi à racheter l'usine. Il y a 12 personnes qui se sont associés, des anciens ouvriers, pour acheter l'usine et surtout les machines. Donc, on a travaillé avec eux pendant un mois et on a essayé, ils nous ont expliqué toutes les étapes de production de la charentaise, il y en a 6. Et on a essayé de s'inspirer de tout l'univers de leur atelier. Donc, c'est pour ça notamment que vous voyez des tests de motifs avec des clés, voilà, des choses comme ça. On a essayé de s'inspirer un peu de ce qu'il y avait dans l'atelier pour après créer des nouveaux motifs autour de charentaise et essayer de travailler les matières un peu différemment que ce que vous aviez l'habitude de faire normalement. Donc notamment sur les superpositions de matières, des ajournements, des choses comme ça. Donc ça a été présenté après à la Fondation Martel. Ça a été vendu et tout le fruit des ventes, nous on a été payé par la Fondation Martel et tout l'argent récolté avec ce projet est revenu à l'atelier Charentaise. Donc c'était aussi un moyen d'essayer d'imaginer avec eux ce que pouvait être le renouveau de la Charentaise.
Ça, c'est un projet qu'on avait fait à Shenzhen, donc juste avant le Covid. Shenzhen, c'est une ville du sud de la Chine, à côté de Hong Kong. C'est un village de pêcheurs il y a 50 ans, et maintenant, c'est une des plus grosses mégapoles au monde. Et en fait, il y a tellement de gens qui viennent qu'ils rasent des quartiers entiers d'ouvriers pour mettre des tours. Et donc, les communautés ouvrières, en gros les pauvres, se retrouvent à des centaines de kilomètres de la ville parce que la ville est un champignon qui grossit et qui grossit. Et donc, justement, sur le bâtiment que vous voyez là-haut, c'était un bâtiment qui a été construit pour l'exposition dans un village ouvrier, mais qui, après l'expo, allait être rasé. Et donc, on s'est dit, bah, ce serait quand même vachement sympa de demander à des workers du textile de réfléchir à ce que voulait dire se faire exproprier, à ce que voulait dire être une mégapole qui s'étend et qui s'étend. Donc, on a demandé à 4 anciennes salariées d'un sweatshop, d'une usine horrible chinoise, d'imaginer ensemble une collection qui représente voilà, leur vision de ce qu'elles étaient en train de vivre et leur vision de ce qu'elle est leur arrivée. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. J'essaie d'aller assez vite, mais vas-y, vas-y. C'est eux qui nous ont contactés. En fait, c'était la UABB qui est, ouais, on a le petit logo en bas, mais on ne le voit pas trop, qui est la biennale d'urbanisme et d'architecture de Shenzhen, qui a lieu tous les 2 ans. Et donc, on a été invités dans ce cadre-là. Ça, c'est en 2019, donc ça faisait 2 ans. Moi, je trouve ça étonnant parce que j'ai l'impression que c'est à la place de réussir à d'un seul coup, vous êtes avec le contact. En gros, là, les projets sont un peu dans le désordre, mais on a commencé à Saint-Denis dans un chantier d'insertion. Après, on a été invité à la Biennale de Venise. Oui. Donc, on l'a fait dans une prison pour femmes. Ça, c'est le troisième projet à Shenzhen. Et ça a un peu découlé comme ça. Et au fur et à mesure, on a eu de la chance parce que même si on ne gagnait pas vraiment d'argent et économiquement, c'est pas très viable. En tout cas, au début, ça ne l'était pas. Ça plaisait beaucoup dans la manière de penser ce design collaboratif et social. Voilà, donc. Après, souvent, pour participer au biennale, il faut postuler. C'est ça, il faut postuler. Dans tous les Oui. cas, on t'appelle, C'est une on te espèce dit ce d'appel à serait cool que tu candidature, viennes, mais en il faut, fait. voilà, faut postuler. Ouais. Et je pense que c'est un conseil que je peux vous donner dans votre vie de futur architecte. On n'a rien sans rien, et il faut aller toquer aux portes. Et il faut... Les gens, en vrai, enfin, tu toques avec une idée, et s'ils ont 2 minutes, ils peuvent te recevoir, tu vois. Donc, il faut vraiment pas hésiter à y aller. Oui, puis postuler à toutes ces biennales diverses, il y en a partout, en fait. Ce sont des lieux ouverts justement aux nouvelles idées. Ça, je vous l'ai mis aussi parce que c'est un projet qui était plutôt commercial, mais qui était le projet qui nous a permis d'aller un peu dans le nord et donc de découvrir le nord. Et après, on est un peu resté dans ce coin-là parce que ça nous a bien plu. Donc, c'était juste après Venise et juste avant Shenzhen. On voulait collaborer avec une grosse entreprise. Il se trouve qu'on connaissait par réseau Sylvette Lepers, qui est la directrice des collaborations à la Redoute. Et on est allé toquer à sa porte, en fait. On lui a dit, écoutez, Sylvette, on adore la Redoute, on sait ce que vous faites, on sait comment vous le faites. Voilà notre idée. Mais est-ce que ça vous dirait de jouer le jeu? Ça a pris un peu de temps, mais au bout de quelques mois, on a réussi à la convaincre. Et donc, on est allé à Waterloo, donc le centre logistique de la Redoute, qui s'appelle Quai France. C'est là où c'est une usine qui s'arrête jamais, c'est immense. Et les gens, toute la journée, mettent les fringues dans les cartons. Et c'est juste, c'est un Amazon énorme, quoi. Et c'est grâce à eux que vous pouvez recevoir vos vêtements à la Redoute dans les 24 heures. C'est un truc assez puissant. Et donc, il y a 6 employés du centre logistique de la Redoute. Vous voyez Philippe là-haut avec le... Là, c'est Philippe, là, c'est Isabelle. 6 employés de la Redoute qui ont dessiné une collection avec nous. Ça s'est passé sur 12 séances tous les mois sur un an. La Redoute a produit la collection, l'a distribuée et on a même fait un shooting, voilà ce que vous voyez là, dans l'entrepôt. Et donc, il y a une maintien professionnel, mais on a demandé aussi aux salariés de faire partie du shooting. Et donc ils sont là, voilà, c'est toute la team. Vous voyez qui, mais... Et donc, c'était assez marrant parce que ces gens-là, finalement, ils touchent le vêtement toute la journée. Ils sont totalement invisibles, mais seulement ils ont quand même un avis sur le vêtement. Karine, elle avait 30 ans de Redoute, Josette, 40 ans de Redoute. Sauf qu'ils n'étaient jamais rentrés dans les studios créatifs. Voilà, c'est un peu des bulles au sein de la Redoute qui ne se parlaient pas. Et donc, la problématique, ça a été un peu de se dire comment on permet à des gens de dessiner des vêtements alors qu'ils n'ont aucune notion de modélisme ou de style. Donc, on a fait des systèmes de petits carnets comme ça avec des silhouettes. Chacun pouvait ajouter avec une couleur différente. Après, on projetait sur un grand écran. Chacun pouvait rajouter un peu ses idées. C'est comme ça qu'on
on a développé la collaboration. Donc, forcément, c'est assez inspiré de l'univers du centre logistique, les gilets jaunes, c'était obligatoire. C'était en plein gilet jaune, donc la Redoute nous a dit pas de jaune, mettez du orange. Mais voilà, des trucs en sky, des trucs en jean, tout l'univers un peu ouvrier. Ça, je peux vous montrer aussi, bon, c'est un truc un peu plus upcycling. Je ne sais pas si vous connaissez le 19M. En gros, la maison Chanel a ouvert un centre des métiers d'art à Aubervilliers, où ils ont regroupé tous les artisans et toutes les maisons d'art qui travaillent pour eux. Et ces maisons produisent pas mal de déchets. C'est quand même des déchets de luxe, il y a de la dentelle, il y a du cuir, des perles, etc. Et donc, on a rencontré ces artisans, on a étudié leurs gestes, et on a pris les déchets, en fait, les rebuts des ateliers, et on permet au 19M de faire comme ici et ici, des petites pampilles avec les chutes des maisons. Euh, Ça, c'est un projet taux de recherche qu'on a mené dans le Hauts-de-France l'année dernière, qui s'appelle Monde Nouveau. Et donc, c'est grâce à eux, enfin, c'est grâce à ce projet qu'on a réussi à avoir toutes ces matières aujourd'hui. Puisqu'en fait, l'idée, donc, on a reçu une bourse de l'État pour faire un projet de recherche dans les Hauts-de-France. Et l'idée, c'était de questionner un peu la relocalisation et le fait de faire du Made in France, 100% Made in France, ou en tout cas de s'intéresser à un territoire et de savoir comment on produisait des vêtements au sein d'un territoire. Dans les Hauts-de-France, il y a beaucoup de producteurs de textiles, etc. Mais finalement, il y a assez peu de filières complètes sur les Hauts-de-France. Et donc, on est allé interroger une quinzaine d'acteurs, savoir comment ils concevaient la relocalisation. Ils nous ont donné des matières. Et au sein des Archives nationales du monde du travail à Roubaix, on a créé une espèce d'usine participative où les gens pouvaient venir, créer leurs propres vêtements avec des stagiaires d'école de mode et repartir avec leurs pièces. Là, c'est un peu toutes les usines. On a beaucoup parlé de Safilin aujourd'hui. Tout ça, c'est chez Safilin. Ça, c'est chez Sophie Alette. Safilin, Sophie Alette. Là, vous voyez l'exposition. Donc, il y avait 4 tables de travail pour les 4 étapes de production. Donc, la coupe, le traçage, pardon, la tissu tech, la coupe, la production, et enfin une espèce de partie boutique où on avait demandé à un dessinateur de Roubaix, un jeune, de faire un wall of fame un peu avec tous les visages de toutes les parties prenantes qui étaient sur le même piédestal. Ça donnait un peu ce que vous voyez en haut à gauche, là, en haut à droite. On a fait des performances avec des jeunes de Roubaix. Voilà, l'idée, c'était d'avoir l'usine atelier la plus vivante et la plus locale par, pour et avec les Roubaisiens. Vous avez des questions ou pas? Euh, donc ça, c'est un peu l'extension de Mon Nouveau à Roubaix. En gros, à la fin de Mon Nouveau, il nous restait un peu d'argent et donc on allait voir les partenaires, on leur a demandé ce qu'ils avaient pensé de ce projet. Ils nous ont dit que c'était super, mais que c'était à Roubaix et qu'en fait, personne n'avait vu dans les gens de la mode qui comptent. Et donc, on s'est dit qu'il fallait le faire à Paris pour offrir un peu une visibilité un peu plus large à ce projet. Donc, c'est quelque chose en gros, c'est l'extension qu'on a fait à Paris pendant un mois en juin dernier. Et alors, pour finir, le texte n'est pas bon, mais c'est le projet qu'on avait fait avec Philippe Ram. Vous voyez qui est Philippe Pram? Philippe Pram est architecte. Il enseigne à l'école d'architecture de Versailles, je crois. Et en fait, il travaille sur les, comment il appelle ça, les climats. Et donc, il a écrit plusieurs livres, plusieurs ouvrages sur les, euh,
les climats intérieurs d'un logement. Donc, il écrit une histoire de l'architecture, comment il l'appelle? Histoire de l'architecture naturelle, c'est sa thèse d'ailleurs. Après, il a écrit en tout cas, notez. Architecture météorologique. Météorologique, voilà. Enfin, notez son nom, vous allez voir son site internet est assez étonnant. Et donc, il fait par exemple, il va aménager un logement en fonction des températures à l'intérieur du logement. Donc, on imagine un grand volume je sais pas, de plusieurs 7 mètres de haut. Et donc, la partie la plus chaude est évidemment en haut. Il va mettre la salle de bain en haut, comme suspendue dans l'air. Enfin, voilà. Donc, c'est une architecture une approche assez théorique de l'architecture, mais qui raconte pas mal de choses sur. Alors, il travaille aussi sur le corps, un petit peu comme Martin nous l'a présenté, mais avec une manière complètement différente de le dire et de le représenter. C'est ça, il est très, très au point sur l'albédo, l'émissivité des matières, la conductivité thermique, etc., etc. Et donc, il nous contacte et il nous dit, voilà, j'ai vu vos différents projets, etc. Moi, j'ai cette théorie très architecture climatique. Et j'ai une exposition à Rome dans quelques temps. Je voudrais qu'on impose ma théorie à vos vêtements, enfin, en tout cas à des basiques de workwear. Et je voudrais qu'on fasse fi du style, on s'en fout du style. Je veux juste qu'on suive ma théorie le mieux possible. Et donc, on lui a dit, bah, Philippe, avec grand plaisir, ça va être cool. Donc, vous voyez les deux résultats finaux qui sont, moi, je trouve pas très esthétiques, mais en tout cas, ils ont une fonction que je vais vous montrer juste. Et donc voilà, il était convenu donc que pour la tenue hiver, donc on ait une tenue qui résiste, enfin qui tienne le plus chaud possible et qui protège au maximum du froid. Et donc en suivant toute la théorie, mais un peu ce que Martin a développé hier, on est venu à la conclusion qu'on allait travailler en plusieurs couches et en plusieurs couleurs, notamment pour ces questions de réaction des tissus et des couleurs vis-à-vis de la température. Donc pour l'extérieur, on avait utilisé de la moleskine noire. La moleskine, c'est la matière dans laquelle est fait les bleus de travail. C'est une matière qui est très très dense, qui est tissée très dense, qui est plutôt étanche même d'ailleurs, tellement c'est dense. Donc voilà, à l'intérieur de cette moleskine, il y avait de la laine et du feutre, un peu ce que vous avez fait aujourd'hui finalement. Ouais. Donc qui sont des matières plutôt légères et qui emprisonnent les bulles d'oxygène, les molécules d'oxygène dans le tissu, donc ça permet de garder la chaleur et près de la peau du lin blanc, qui était une matière à faible émissivité. Et donc, ça permettait de dégager la chaleur du corps, mais qui reste emprisonnée dans la laine du milieu, et finalement que le froid ne puisse pas rentrer par l'extérieur. À ça, on a ajouté aussi, toujours sur les recommandations de Philippe, des points de serrage un peu partout, un peu comme sur le principe d'une doudoune finalement. Donc des points de serrage pour aussi éviter au maximum que l'air puisse rentrer et sortir et conserver au maximum les molécules d'oxygène sur les parties voulues. Et donc pour l'été, c'était un peu le chemin inverse, c'est-à-dire que donc c'était un peu inspiré des sarouels ou des vêtements sahariens ou berbères. Et donc l'idée, c'était d'avoir donc le lin blanc, on essaie d'utiliser les mêmes matières bien sûr, le lin blanc qui a une faible émissivité à l'extérieur, plutôt du coton noir donc à l'intérieur pour dégager vers l'extérieur la chaleur du corps. Et ce qui était très important, c'était d'avoir le maximum d'aération pour que l'air circule et que l'oxygène chaud ne soit pas emprisonné près du corps. Et donc, on avait essayé d'ouvrir au maximum. C'est pour ça qu'il y a plein d'aération partout. Il y en avait entre les jambes, il y en avait sur les côtés partout. Et tout était mouvant et non fixé entre eux pour que l'air et l'oxygène passent au maximum entre les couleurs. Donc voilà, on n'a pas fait de test en laboratoire pour ces vêtements, mais Philippe avait une super caméra thermique. Et donc, on avait testé comme ça. Et il se trouve que ça fonctionnait plutôt pas mal. Voilà. On est au bout. D'accord. Voilà, c'est plutôt rapide, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et... Bon, je pense que c'était bien aussi de voir, ce qu'ils font et d'avoir une approche très différente, hein, sachant que le lien entre
il y a la mode, l'habillement, ça, je pense qu'Estelle Thibault l'a bien montré hier, et l'architecture qui est assez évident, évident, même si on ne les présente jamais comme ça. Mais, Et c'est aussi pour ça qu'on a trouvé le projet Biotex hyper intéressant. Donc, vous avez vu qu'on travaille plutôt sur le vêtement, mais c'était plutôt un prétexte et un médium facile à utiliser au début. Mais finalement, ce qui est le plus important pour nous, c'est les processus de création. Et peu importe finalement le résultat final, ce qui est le plus important, c'est la manière de créer en collaboration et de permettre à des gens qui se connaissent pas ou qui se comprennent pas forcément d'avoir un terrain de dialogue, en fait. On se dit que le design, c'est un langage universel. On a travaillé avec des Italiens, avec des Chinois, avec des Hollandais, sans parler la langue. Et à chaque fois, on a réussi à faire des choses parce que, à travers de formes, de couleurs et de motifs, on peut exprimer plein d'idées. Et donc, c'est plutôt le postulat qu'on essaye de maintenir. Et voilà. Et finalement, peu importe le médium, demain, on pourrait dessiner des trains entre les ingénieurs d'Alstom, Philippe Stark et les ferrailleurs. C'est juste trois bulles qui travaillent dans la même direction, mais pas sur les mêmes niveaux, en fait. Et juste si, voilà, notre idée, c'est de se dire, enfin d'ailleurs, on n'est pas les seuls à l'avoir, mais de se dire, dessinons en commun, essayons de mettre les forces et les esprits tous ensemble dans la même direction, peu importe le médium. Et donc, de plus en plus, on essaie d'aller vers l'architecture, le design, l'objet. Et, euh, mais pas peu importe le résultat final. bah, en tout cas, il y a toujours une notion d'esthétisme, mais pour nous, C'est pas un esthétique, c'est pas une esthétique a priori. Non, voilà, c'est ça. Voilà, Et c'est finalement, ça la différence. tous les projets que vous avez vus, c'est une esthétique qui on ne émerge. savait pas à quoi ça allait ressembler à la fin. En fait, quand vous avez travaillé avec Lucie, Manu et Béatrice, bah, vous avez échangé sur l'esthétique, sur les matériaux, sur la composition, vous avez essayé de vous imprégner de l'intérieur de leur logement, etc. Mais vous avez apporté ce que vous pouviez apporter également. Et donc, c'est une rencontre et c'est là où c'est vraiment passionnant de travailler dans les pratiques, les processus participatifs. Vous voyez, c'est qu'on n'est pas dans son coin à dessiner quelque chose de très intellectuel, mais le dessin, l'esthétique, elle naît justement de cette rencontre entre des gens. Et c'est bien le sens, en fait, que l'on peut donner à notre travail ou à notre mission d'architecte, ou de designer, ou autre, quoi. Mais c'est ça, et puis finalement, Parce une esthétique pour une esthétique, une belle chaise, c'est cool, mais des belles chaises, il y en a des milliers, enfin voilà, on a des créés tous les jours. Mais une belle chaise qui a du sens dans la manière dont elle est faite, ça, enfin, l'innovation peut être, je pense, plus dans ce chemin-là que juste faire la plus belle chaise du monde. Si elle est faite en plastique. Après, il y a la question par la façon dont elle est faite, il y a aussi la façon dont vous allez l'utiliser éventuellement Aussi, après, l'usage qu'il peut en avoir. Il va y avoir des gens qui vont participer éventuellement à la fabrication, comme quel lien ils arrivent à créer finalement avec certains objets, certaines architectures, s'ils ont été impliqués dans un processus participatif ou pas. Oui, le lien qui se crée, l'affect en fait, qui se crée entre les objets, c'est ce que dit, je pense, tous les trois. Hein, vous dites, bah, finalement, ce serait un beau souvenir pour nous, en fait, d'avoir ce rideau. Euh, et je pense que ça, c'est quelque chose d'unique, en fait. Hein. Comme quand on participe à la conception de sa maison et qu'après on habite dans sa maison, c'est comme on fabrique soi-même un vêtement qu'après on le porte et on est là, waouh, c'est bon. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'affect, oui, de l'intime, qui passe en fait. Voilà. Et après, sur les liens entre vêtements et architecture, hier, il y avait de l'école des SAT, c'est des SAT à Roubaix, ouais. L'art textile. L'art textile. Je crois qu'ils sont dans le PE aussi. Ils sont dans le PE. Et raconter qu'en fait, il y a quasiment plus en France de fabrication de mobilier, de fabrication de rideaux, de fabrication de. Il y a un peu finalement entre l'architecture et justement le vêtement et le textile. Et que voilà, ce genre d'initiative, c'est hyper intéressant. Donc, vous pouvez peut-être participer à, à reconstruire ça, une espèce de capacité à produire localement du mobilier, des rideaux, un truc qui auparavant était fait et qui est un peu perdu. Aujourd'hui, voilà, il y avait à la fois des architectes et des couturiers qui formaient des plutôt couturiers de vêtements et des architectes qui étaient un peu durs, on va dire, quoi, et qui avait toute une filière à créer, on va dire, par rapport à ce qu'il y a de moins interne.
Ouais, je pense que si ça vous Ouais. intéresse de travailler là-dessus, en vrai, il y a vraiment Ouais, je pense un que champ à je pense que discuter. C'est ça, et faire des ponts entre les compétences, entre les métiers, entre les savoir-faire, je pense que c'est, enfin, vous avez vos carrières devant vous, mais il y a tout à explorer et c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ouais. Et après, je pense que la manière dont on a conçu ce workshop, cet explo comme celui de l'année dernière, Biohara pour ceux qui ont participé, c'est aussi cette articulation entre théorie et pratique. C'est-à-dire qu'on n'est pas que à la fabrication des choses. On fabrique quelque chose, mais on réfléchit aussi à quel sens ça a pour nous comme architectes. Et donc, c'est vraiment important que vous essayiez de voir comment vous pouvez rajouter des dentelles dans vos projets d'architecture, comment cette question des arts déco vous a ouvert un champ, voilà, comment effectivement la fabrication, ça c'est le premier niveau, la fabrication nourrit la conception, ça c'est moins évident. Mais voilà, il y a plein d'autres choses, le flou, vous voyez, le non rigide, que vous avez un peu découvert avec le tissu. C'est aussi une approche différente en fait de l'architecture. Voilà, on n'a plus qu'à terminer vos rideaux.